Si vous le voulez bien, on va peut-être commencer, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la fin du film, et de la révélation, en fait, puisqu'au fond, si vous avez bien suivi, vous avez remarqué que le Isaac Asimov qui vous parlait depuis le début du film était quelques cousins de ChatGPT. J'exagère bien évidemment par provocation. Alors, la question qu'on peut se poser, et que j'imagine que vous auriez envie de poser peut-être à Mathias, c'est: est-ce vraiment sérieux ? Pourquoi ? Comment ça a été possible ? C'est quoi la méthode ? Et après, avec nos amis, de dire, mais alors, est-ce que ça pose un problème ou pas de faire un vrai faux ou un faux vrai ? Mathias, alors d'abord, comment ça s'est fait ? Comment l'idée est venue ? Alors, l'idée est venue en travaillant sur le projet de ce film, qui était à l'initiative de la chaîne Arte. J'ai commencé à faire des recherches sur Isaac Asimov. J'ai lu énormément de choses de lui, puisqu'il a énormément écrit, comme vous l'avez compris. Et j'ai découvert que derrière l'écrivain de science-fiction, il y avait aussi un citoyen, on va dire, qui portait une réflexion sur la marche du monde, et qui avait toute une théorie sur la place des écrivains de science-fiction dans la société, mais aussi une idée on va dire une vision de l'histoire humaine, et qu'il aimait beaucoup la transmettre. Et je me suis assez rapidement dit, mais en fait, ce portrait de Isaac Asimov, presque il faut que ce soit lui qui le fasse. Il faut que je lui laisse la place, parce qu'il aime tellement parler de lui, il aime tellement expliquer les choses, et tout était déjà dans ses écrits, que je me suis dit, il faut plutôt faire une masterclass de Isaac Asimov. Et que ça serait un bon moyen aussi pour le spectateur de découvrir sa pensée, de pouvoir même, pourquoi pas, la critiquer, mais en tout cas d'avoir accès un peu à quelle était sa pensée globale. Ensuite, l'emploi de l'intelligence artificielle, idée très simple, comme il nous le décrit lui-même, chaque période de l'humanité découvre de nouvelles technologies, c'est une technologie d'aujourd'hui. J'utilise une des technologies qui est à la portée de ma main aujourd'hui pour faire un film, parce que pour moi c'est une technologie comme une autre, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, ou l'invention de la roue, ou de l'écriture, ou de la machine à laver. Voilà, ce sont différentes inventions, des choses dont moi comme créateur je peux me servir, et comme lui le dit, je peux m'en servir de différentes manières, c'est-à-dire je peux m'en servir comme un outil, c'est-à-dire d'une manière qui peut être bénéfique ou maléfique. Un couteau, on peut faire la cuisine et on peut tuer des gens. L'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose pour moi, c'est-à-dire, et c'était un peu l'idée de démontrer ce que Asimov dit lui-même, on peut s'en servir aujourd'hui, on peut tromper, ou on peut s'en servir pour améliorer la médecine, ou des choses comme ça. Donc il y avait une petite démonstration dans l'idée du film même, de l'idée d'Asimov qui dit la technologie, elle n'est pas forcément bonne ou mauvaise, mais tout dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Donc je trouvais ça, c'était plutôt un clin d'œil, parce que finalement, ce que fait l'intelligence artificielle dans ce film, c'est pas grand-chose. Elle recrée le visage d'Asimov qu'on extrait de différentes archives, et pour insérer sur le visage d'un comédien que j'ai filmé et qui a dit le texte, qui est une collection de paroles d'Isaac Asimov. Mais j'aurais pu aussi le faire sans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire j'aurais pu annoncer dès le début du film, ce film est composé d'extraits de choses qu'a dites à Isaac Asimov et dites par un comédien. Mais je trouvais ça plus intéressant de faire revivre Asimov, parce que c'était un peu son rêve à lui, de pouvoir continuer à parler aux humains après sa mort. Donc voilà, donc finalement l'intelligence artificielle ici joue un rôle qui est exactement le même pour moi qu'une autre astuce, qui est par exemple celle d'utiliser des objets filmés sous une caméra pour faire avancer le récit, qui est une technologie beaucoup plus archaïque, qui contraste avec cette technologie moderne. Voilà. Oui, donc au fond c'est une manière de dire, dès lors que le pacte fictionnel est respecté, peut-être n'y a-t-il pas de problème. Alors comment Raja et Natacha, vous réagissez en fait à cet usage de l'intelligence artificielle?
Alors, il se trouve que les initiales d'Isaac Asimov, c'est IA. Ah, bien vu. Eh oui. Donc finalement, Mathias lui a rendu sa véritable identité. Mais au-delà de l'anecdote, effectivement, ça soulève quand même une question. D'abord, je vais revenir sur un point avant de répondre directement. Cette question de la technologie est-elle neutre ? Un couteau, on peut faire ceci, on peut faire cela, etc. C'est un débat qui a traversé les siècles. Hein. Est-ce que la technologie est neutre ? Est-ce que la science est neutre ? La science et la technologie, dans ce cas, ce n'est pas la même chose. La science permet d'avancer les connaissances. La technologie permet de fabriquer des technologies, des moyens, des outils. Et c'est là que le débat peut s'orienter selon différentes manières. Parce que la création, tout comme la découverte scientifique de ce point de vue-là, la création d'une technologie nécessite quand même des financements, nécessite des choix qui sont des choix politiques, des choix de politique scientifique, des choix de politique technologique, des choix politiques tout court. Et donc, ce n'est pas complètement neutre dans la mesure où on va investir dans telle ou telle autre direction. Quel est l'investissement qu'on fait aujourd'hui, par exemple, dans l'intelligence artificielle ? Il est énorme, comme vous le savez. Est-ce qu'on investit la même chose ou quelque chose de comparable dans d'autres domaines, dans d'autres technologies ? Non, ce n'est pas comparable. Donc, il y a un choix. Et donc, de ce point de vue-là, la technologie n'est pas neutre parce qu'elle est orientée par ces choix qui sont des choix politiques. Après, on peut apprécier cette politique-là ou ces décisions-là, mais on ne peut pas dire véritablement que la technologie est neutre. Et l'intelligence artificielle se développe aussi selon des choix de ceux qui la conçoivent, de ceux qui la mettent sur le marché, et qui sont aujourd'hui principalement de grands industriels américains. Donc là aussi, il y a des choix, il y a des décisions. Alors on peut revenir sur ce débat plus tard. Oui, on pourra en reparler. Ensuite, qu'est-ce que je pense de l'utilisation de l'IA pour personnifier Isaac Asimov ? Alors évidemment, ça pose, moi j'ai trouvé ça excellent dans la mesure où Isaac Asimov est un auteur que j'adore, que j'ai lu dans mon adolescence et au-delà, et de le voir vivant parler de ce qui se passe de nos jours, il est mort en 1992, est quelque chose d'absolument émouvant quand même. Et donc j'apprécie ça dès lors que c'est dévoilé. Parce que ça pose quand même une question fondamentale, qui est la distinction entre le vrai et le faux. Entre ce qu'on appelle les fakes, deepfake, etc. Donc fake, ça veut dire pseudo, imité, faux, en anglais, n'est-ce pas ? Et c'est là que, aujourd'hui, donc la question qui est posée, je vais m'arrêter après ça, c'est la distinction entre le vrai et le faux, dont la frontière est rendue floue, justement, par l'utilisation de l'IA. Dès lors que c'est transparent, ça peut ne pas poser de problème. Dès lors que ce n'est pas transparent, et la plupart du temps, ce ne l'est pas, là, ça pose un véritable problème, parce que la question de la vérité, n'est-ce pas, depuis Socrate, est une question fondamentale pour notre société, pour toutes les sociétés, pour le vivre ensemble. Natacha, alors est-ce qu'on pourrait dire que le pacte fictionnel, là, pour le coup, a été maintenu ou pas ? Et toi, que penses-tu de cet usage de l'IA ? Alors, moi, je vais revenir un petit peu à la science-fiction, parce que je suis quand même là pour ça, au départ. Et en fait, j'ai trouvé cette utilisation de l'IA à la fin relativement menaçante quand même. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un choix que vous avez fait, par rapport au... Voilà, c'est-à-dire qu'on va quitter finalement la représentation d'un humain pour le remplacer par cette espèce d'image déformée de plus en plus, avec cette voix un petit peu grave. Et derrière, en fait, on a l'impression qu'il y a un discours relativement dangereux, justement, à travers cette utilisation de l'IA. Et alors, ça, évidemment, ça nous ramène complètement à la science-fiction, parce que depuis quasiment la fin du 19e siècle, alors, évidemment,
il faudrait faire une distinction entre robotique et IA, parce que l'histoire de ces représentations, même si à un moment donné elles se recouvrent, ne sont pas tout à fait les mêmes. L'IA dans la science-fiction, elle apparaît en 1968 avec HAL 9000, peut-être tout le monde s'en souvient, dans le film de Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace, avec cette espèce d'invention absolument génialissime, cet œil de caméra rouge. D'ailleurs, vous notez au passage le rouge, qui est la couleur quand même du danger, qui va poursuivre effectivement les représentations de l'IA jusque dans la saga Terminator après. Et donc en fait, la robotique, c'est un petit peu différent parce qu'elle existe dans la littérature et évidemment au cinéma durant tout le XXe siècle, mais dans la littérature, elle existe depuis 1883. Et 1883, c'est un Français. Alors on n'a pas beaucoup parlé d'auteurs français malheureusement, mais vous ne pouviez pas parler de tout non plus. Voilà, qui s'appelle Didier Tchouzi et qui va inventer en fait des robots agricoles qu'il va appeler les atmophytes. Et tiens, comme par hasard, eh bien ces robots, à un moment donné, qui sont quand même des esclaves corvéables à merci, eh bien vont se rebeller contre leur créateur. Voilà. Et ça, c'est une image qui va revenir tout le temps dans la science-fiction. Et c'est pour ça que entre, si vous voulez, cette toute première image qui va se poursuivre évidemment, je cite une autre date, c'est 1920, c'est Roure de Karel Čapek. Karel Čapek qui est un dramaturge donc tchèque et qui va inventer le mot robot, robota, d'accord, en tchèque ça veut dire corvée, et qui va inventer en fait des créatures dans une pièce de théâtre absolument incroyable qui s'appelle Roure et qui va faire le tour du monde entre 1920 et 1924. Elle va être sur toutes les grandes scènes des grandes capitales, donc au moins du monde occidental. Et donc entrevoyez ces toutes premières références robotiques jusqu'à aujourd'hui, eh bien l'image, si vous voulez, qui est portée par la science-fiction, quand même, eh bien c'est une image. Alors Asimov le disait lui-même, un peu pessimiste quand même par rapport à la technologie plus que la science. Ça, je suis d'accord avec vous, sauf pour la thématique évidemment du savant fou, mais qui est un petit peu donc à la marge. Et donc on peut effectivement se poser la question de, même s'il y a eu, et Asimov a été évidemment on va dire, a porté cette idée que la robotique, eh bien ça pouvait effectivement devenir des êtres pensants, des êtres sensibles, des êtres capables d'émotion, des êtres mécanique capable d'émotion, mais ça représente finalement qu'une petite part de la grande production de la science-fiction, qu'elle soit cinématographique ou littéraire. Et finalement, eh bien, il reste cette image quand même portée par la SF que, eh bien, cette IA et la robotique sont quand même un petit peu dangereuses pour l'homme. Mais c'est les représentations, encore une fois. Oui, pour revenir sur ce petit point final au moment de la révélation du visage d'Asimov, l'idée n'est pas tant d'être menaçant, mais d'être un petit peu surprenant. Mais c'est-à-dire, c'est de reproduire quelque chose qui est décrit par Isaac Asimov tout au long du film, qui est des allers-retours entre de l'optimisme et de la peur. C'est ce qu'il cesse de décrire au fil des siècles. Il dit il y a des enthousiastes, il y a ceux qui ont peur du progrès, il y a les pro-progrès, etc. Et il décrit notre histoire comme ça. On sent que lui-même, d'ailleurs, était plutôt hyper technophile, à fond, à adorer les machines, etc. Puis au bout d'un moment, prend conscience un peu du danger écologique. On sent l'évolution de Asimov lui-même sur la question de la technologie, mais c'est quand même un amoureux de la technologie qui dit « N'ayons pas peur de la technologie, c'est peut-être elle qui va nous sauver, etc. » Donc l'idée, c'est pas de faire peur, c'est de dire écoutons Asimov quand il nous dit la question n'est pas la technologie, c'est l'emploi de la technologie. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que décrit Asimov dans l'histoire de l'humanité, c'est une humanité toujours en train de se questionner sur le moment de modernité dans lequel il est, vers où on va, est-ce que les machines sont bonnes, pas bonnes, etc. Et que ces crises se continuent. Il est mort depuis un moment et on est à nouveau aujourd'hui dans un moment de questionnement parce qu'on a une technologie très puissante, nouvelle que Asimov n'a pas connue d'ailleurs. Et on est en train je vois qu'on est le nez dedans, quoi. Je vois les gens qui flippent, je vois les gens qui sont surexcités, qui sont très enthousiastes, et qu'on est dans un présent où on a un peu du mal à savoir qu'est-ce qu'on pensera de la période d'aujourd'hui, dans 500 ans. Et c'est ça qui m'intéresse, notamment dans cette discussion, c'est de comprendre un peu dans quel moment où on est,
face à cette technologie, quelles sont les parts pour nous de fantasmes, quelle est la réalité de ce qui va nous arriver, où est-ce qu'on est complètement en train de se méprendre, etc. Et ça, je pense que votre parole est très, très riche pour nous. Oui, d'ailleurs, juste un mot, vous avez au début du documentaire, il y a une référence au mythe. D'accord ? Et aujourd'hui, en fait, les seuls récits qui nous parlent de mythes, mais qui sont en train, en fait, de s'écrire, moi je parle souvent de que la science-fiction, c'est une sorte de mythologisation de l'avenir. C'est-à-dire que on est en train d'écrire, en fait, notre propre récit par rapport à l'avenir et ce qui va s'écrire, en fait. La science-fiction a un tout petit peu d'avance, mais parfois pas beaucoup. Mais elle réfléchit par les récits à ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, que ce soit positif ou négatif, mais elle joue en fait le rôle des mythes qui aujourd'hui n'existent plus évidemment dans notre société scientifique. Alors juste pour un petit clin d'œil, dans l'Iliade d'Homère, le dieu Héphaïstos, qui est le dieu forgeron, il forge d'abord un trépied autonome pour servir les dieux de l'Olympe, puis après il crée des chevaux, un chien artificiel, et finalement 2 servantes en or qui pensent et qui parlent pour le servir. C'est le dieu de la technique, et bien évidemment qu'il crée déjà des créatures artificielles. Voilà. Bon, mais on pourrait parler de Gilgamesh aussi, c'est juste pour dire que ces imaginaires-là, évidemment, ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, pour rebondir donc sur cet usage de l'IA tel que vous l'avez pu le voir à la fin du film, je dirais qu'au fond, chacun est juge. Hein. Ce qui est clair, c'est que là, le poteau rose est révélé à la fin du film, donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre du pacte avec le spectateur. On lui dit que ce qu'il a pris peut-être pour quelque chose de vrai n'était pas vrai, donc chacun peut juger s'il apprécie ou pas. En revanche, j'aurais envie de vous faire réagir sur quelque chose en rebond de tout ce que vous avez dit et qui était sous-jacent à la discussion. C'est cette question de la neutralité de la technologie. Vous savez sans aucun doute, ou peut-être pas, vous le savez parce que vous avez vu le film, il y a les fameuses 3 lois de la robotique d'Asimov qui après sont devenues une 4e loi. Et comme vous le savez, puisque le film vous l'a montré, le principe d'un scénario, d'un roman, c'est qu'on définit des lois, on définit des règles. Si c'est neutre, elles sont respectées, et comme c'est pas neutre, elles sont pas respectées. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'au fond, est-ce que finalement, les romans même d'Isaac Asimov montrent que s'il le dit que la technologie est neutre, il a tort ? Non, mais je crois que... Oui. Enfin, il le dit en même temps, il est très prudent dans la manière dont il le dit. Ce qui est bien dans les 3 lois de la robotique, c'est qu'elles sont très logiques, très simples à comprendre, et qu'elles sont porteuses de contradictions. Et c'est ça qui l'a animé finalement dans ses différents romans. C'est-à-dire, on a l'impression que le robot dans tel ou tel roman se comporte d'une manière qui n'est pas conforme aux lois, mais finalement, quand on fouille, oui, il a en fait obéi aux lois. Ce n'est pas qu'il les a enfreintes. Et donc, je pense que les lois d'Asimov, dans ses romans, évidemment, montrent que quand la technologie est bien cadrée, donc dans des lois, dans des règles, ça fonctionne. Ça fonctionne pour le bien. Là, les robots d'Asimov sont toujours des robots qui se comportent d'une manière qui, finalement, est bonne. Ils ne sont pas des monstres, c'est pas Terminator, etc. Et ce sont les 3 lois qui les cadrent et qui leur permettent justement d'interpréter les lois en question selon les circonstances et finalement d'agir pour le bien. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. C'est-à-dire que les lois elles-mêmes, en fait, ne sont pas applicables dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Elles sont applicables dans la réalité du monde de la science-fiction. Si vous voulez les appliquer aujourd'hui ou de toujours. Dans le monde réel, il y a des situations où ce n'est pas possible. On va être obligé d'enfreindre les lois en question. Mais pas dans les scénarios des romans d'Isaac Asimov. Mais ça signifie aussi que notre technologie, justement, il faut la maîtriser, il faut la cadrer, il faut la réglementer pour qu'elle nous soit bénéfique. Parce que en elle-même, à travers ceux qui la conçoivent, ceux et celles qui la conçoivent et celles qui l'appliquent, elle n'est pas forcément
porteuse du bien. Est-ce que vous avez tous les 3 lois en tête ou il faut qu'on vous les rappelle? Rappel? Peut-être que vous les connaissez par cœur. Moi, je les connais par cœur. Allez-y. Donc, la première loi dit qu'un robot ne doit jamais porter atteinte à un être humain, ni par inaction laisser l'être humain dans une situation de danger. Donc, une obligation au robot de ne pas faire du mal, c'est ne pas faire du mal, et aussi d'agir quand il s'aperçoit que quelqu'un est en situation de danger. La deuxième loi, c'est la loi de l'obéissance. Un robot doit toujours obéir à un être humain, sauf si ça contredit la première loi. Donc je ne peux pas dire à un robot « tue cette personne », parce que ça lui est interdit de porter atteinte à la personne en question. Et la troisième loi, qui est d'une certaine façon la plus étrange, c'est que le robot doit protéger sa propre existence, sauf si ça contredit les 2 premières lois. Et la 0e loi qui est arrivée beaucoup plus tard, c'est une généralisation. Il s'agit de ne pas porter atteinte à l'humanité, pas à un être humain. Voilà, ce qui fait écho d'ailleurs par rapport à son évolution et par rapport à ce qu'on a vu à la fin du film. Voilà. D'ailleurs, donc ça veut dire que tout de même, on pourrait autoriser de tuer un humain si c'est pour protéger l'humanité. La loi 0 pourrait éventuellement poser cette question. Ouais. Et moi, je rajouterais bien une loi d'ailleurs. Je mettrais la protection de la vie au-dessus de la protection de l'espèce humaine. J'ai l'impression que c'est peut-être même Isaac Asimov qui l'aurait pensé cette loi. On sentait qu'il disait qu'il valait mieux peut-être sacrifier l'espèce humaine si on voulait que la vie sur Terre... il y a priorité à la vie sur Terre, à l'espèce humaine. Mais ça faisait partie de sa conclusion. C'est pas ça. Ouais. C'était son IA qui disait ça, c'était pas lui en fait. Bon, alors oui, Natacha, alors, qu'est-ce que tout ça, par rapport à justement les enjeux éthiques d'IA aujourd'hui, ces 3 lois de la robotique? Bon, alors, ces 3 lois, alors, je vais revenir sur plusieurs choses. D'abord, en 2011, je me souviens avoir participé à un colloque dans mon université qui s'appelait Des machines et des hommes. Et on avait eu un gros débat parce que j'étais la seule à parler des 3 lois de la robotique à l'époque. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on est rentré littéralement dans un autre monde, vous voyez, par rapport à l'IA, à la robotique. Et en fait, il y avait des juristes. Et moi, j'avais posé la question en leur disant, mais est-ce que finalement, ces 3 lois, ou ces 4 lois, si on compte la loi 0, sont des lois qui pourraient servir de base à, effectivement, un arsenal juridique pour protéger, en fait, à un moment donné, l'humain, quand l'humain sera en contact avec les robots. Parce que la réalité, c'est que, est-ce que nous sommes vraiment prêts à avoir, vous, moi, enfin dans notre vie de tous les jours, dans notre foyer par exemple, à avoir un robot. Alors quand je dis robot, attention, c'est au sens très large, hein. C'est pas forcément un robot humanoïde, c'est peut-être tout simplement, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà des aspirateurs, qui ont déjà des machines à laver programmables, hein, puisque les collègues de la robotique pensent que parfois, eh bien, moi, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais je parle sous votre contrôle, peuvent être considérés comme des robots, mais des robots, hein, voilà, mais des robots par exemple qui pourraient s'occuper des enfants, des robots qui pourraient s'occuper de nos animaux pendant que nous ne sommes pas là, s'occuper des personnes âgées que nous accueillerions, etc. Et ça, on sait très bien, par exemple, qu'au Japon, où il y a une chute démographique absolument catastrophique, eh bien, ils ont des programmes de robotique pour justement créer ces êtres mécaniques qui pourraient éventuellement s'occuper, par exemple, des personnes âgées à la maison. Donc voilà, moi la question que je pose, et il y a le film de Alex Proyas qui s'appelle iRobot, qui est une adaptation un petit peu floue quand même du cycle des robots d'Asimov, mais qui reprend quand même le titre d'une de ses nouvelles, iRobot. Eh bien, c'est un peu la question qu'il pose, c'est-à-dire que si nous avons effectivement ces êtres mécaniques, je parle d'êtres ou ces machines, est-ce que nous sommes vraiment prêts à les avoir dans nos maisons et dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça à un moment donné? Vous voyez? Donc, c'est une question à laquelle vous pourriez éventuellement répondre après. Et donc, je me dis que ces 3 lois de la robotique, ce serait peut-être aussi un moyen de nous protéger, un moyen d'avoir un arsenal juridique. Mais c'est pas forcément ces 3 lois, ça pourrait être d'autres lois. Et je pense qu'il doit y avoir actuellement quand même une très forte réflexion par rapport à cet usage-là, cet usage du quotidien. Et puis, la deuxième image qui me vient en tête, c'est une image de science-fiction
science-fiction, toujours dans iRobot, à un moment donné, donc le robot Adam. Alors, robot Adam, d'ailleurs, qui est une référence au personnage d'Adam Link des frères Binder, qui en 1938-39 ont créé, en fait, le premier robot pensant. Il n'y a pas encore le terme d'intelligence artificielle, mais en réalité, c'est un robot qui pense, c'est un robot éthique, c'est un robot qui fait des choix, qui doit d'ailleurs se défendre parce qu'à un moment donné, il est dans un procès parce qu'on a retrouvé son créateur, on va dire, mort chez lui, et c'est le robot qui est accusé. Bref, je referme la parenthèse. Et donc, ce robot Adam dans iRobot, dans le film, eh bien, à un moment donné, plonge, un pont s'est rompu et il y a des voitures avec des gens à l'intérieur qui sont donc en train de se noyer. Et donc, il va dans la voiture où il y a le héros qui est joué par Will Smith, eh bien, il y a une petite fille de 12 ans, et il y a le héros, donc Will Smith, qui est un adulte dans la pleine force de l'âge, très costaud, voilà. Et le robot, en fait, eh bien, il va faire le choix de sauver donc l'adulte et pas la petite fille, parce qu'en fait, dans, si vous voulez, son calcul, eh bien, il s'est dit que l'adulte avait plus de chances finalement d'être sauvé que la petite fille, tout simplement parce que l'organisme aurait résisté mieux à ce petit séjour effectivement dans l'eau. Vous voyez ? Et donc si nous avions à faire cet acte-là, peut-être que nous aurions sauvé la petite fille de 12 ans et pas l'adulte. Mais le robot, lui, il va avoir une réaction différente. Et encore une fois, c'est une représentation de la science-fiction, mais ça veut dire qu'il ne va pas réfléchir en fonction de l'éthique, mais il va réfléchir en fonction de l'efficacité. Voyez ? Et donc, ça veut dire que nous allons avoir des machines, plus tard, peut-être dans une dizaine d'années, je ne sais pas, selon l'évolution de la robotique, qui vont être avec nous et qui vont être programmées pour l'efficacité et pas forcément pour l'éthique. Et donc, ces trois lois, je pense qu'elles sont importantes en termes de représentation, mais la réflexion qu'il y a derrière, et c'est très exactement ce qu'a voulu écrire justement Asimov, à partir de ces trois-là, parce qu'il trouvait que ça manquait dans notre rapport en fait aux machines. Et j'ai une question, du coup, aujourd'hui, il y a plein de questions, de problématiques qui se posent autour des nouvelles technologies, ordinateurs, etc. Qui définit un peu les lois autour de l'emploi de toutes ces technologies? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont les entreprises? Alors, c'est une excellente question parce que justement j'ai une réponse. Il y a quelques jours à peine, c'est-à-dire le 11 mars, ou le 13, l'Europe a voté le règlement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Donc ça a pris quelques années pour aboutir. Mais cette loi, quand je dis intelligence artificielle, ça inclut la robotique, bien sûr. Ce règlement définit un certain nombre de règles. Donc ce n'est pas dans le sens des trois lois de la robotique d'Asimov, mais parce que, de nouveau, elles ne sont pas applicables dans le monde réel, mais elles reposent quand même sur des principes généraux qu'on peut retrouver. C'est-à-dire, on doit minimiser les risques, on doit éviter justement ou réduire les possibilités de tout ce qui nuit, donc première loi si vous voulez, de tout ce qui nuit à l'être humain ou à sa liberté. Donc ça c'est dans le règlement européen. Il y a les applications de l'intelligence artificielle sont classées en 4 catégories. Celles qui présentent un risque inacceptable pour la santé, la sécurité et les droits humains. Et ça, inacceptable, ça veut dire que c'est interdit. Par exemple, ce qu'on appelle le scoring social, c'est-à-dire vous êtes noté selon votre comportement civique dans la rue. Parfois, je me demande s'il ne faut pas le faire quand même. Ça existe les Chinois le font. Je sais. Le système en Chine est parfaitement opérationnel. Je vous le dis. Je sais. Mais en Europe, non. Justement, en Europe, c'est interdit par ce règlement. Le deuxième niveau, c'est les systèmes à haut risque, c'est-à-dire qui présentent, s'ils sont appliqués, un risque important. Par exemple, les dispositifs médicaux, si vous faites opérer par un robot par exemple, ou si on utilise un système d'intelligence artificielle pour déterminer par analyse d'image si telle ou telle tumeur est cancéreuse, etc., eh bien ceux-là doivent être
certifié, c'est-à-dire qu'on doit faire un développement, des tests, etc., pour que le logiciel, le système, soit certifié de la même manière que les dispositifs médicaux le sont aujourd'hui. Et c'est comme ça uniquement qu'on peut les mettre sur le marché. Le troisième niveau, plus bas, c'est quelque chose qui ne présente pas de risque majeur, mais pour lesquels on a des exigences de transparence. Donc si vous interagissez avec ChatGPT, il faut savoir que ChatGPT est une machine et non pas un être humain. Et si ChatGPT produit des images ou produit du texte, il faut que ce texte soit marqué comme étant produit par l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas facile à faire. Et le dernier niveau, le plus bas niveau, qui ne présente pas de risque, beaucoup d'applications, c'est permis sans règlement particulier. Donc, cette loi va s'appliquer dans 6 mois, dans 2 ans, selon différents aspects, et elle devient donc une obligation pour tous ceux qui développent ou ceux qui vendent des systèmes d'intelligence artificielle en Europe. Donc, c'est ça qui règle finalement les choses, et non pas les 3 lois de la robotique d'Asimov, qui de nouveau ne sont pas applicables dans la réalité, mais qui s'appuient sur des principes éthiques bien connus. Le principe éthique, c'est faire le bien, ne pas faire le mal. C'est la justice, c'est-à-dire traiter tout le monde de la même manière. C'est l'autonomie humaine, c'est-à-dire que c'est au final l'homme qui doit, ou la femme, l'être humain qui doit décider. Natacha, tu voulais... Oui, juste parce que là, en fait, on parle uniquement de l'Europe. Or, l'intelligence artificielle, ça concerne un phénomène absolument mondial. On parlait de la Chine. Quand vous allez en Chine, la notation sociale par rapport à votre comportement, il est effectivement noté et surtout vous êtes surveillé partout, puisque j'étais en Chine là très très récemment et si vous voulez. Ah non, nous on n'était pas, les invités internationaux n'étaient pas notés, mais par contre les jeunes étudiants qui nous accompagnaient nous ont parlé de ce système. Ils l'avaient totalement bien intégré d'ailleurs, c'est-à-dire que pour eux c'était parfaitement normal, comme le fait d'avoir de la reconnaissance faciale absolument partout, même pour entrer dans votre hôtel, était considéré comme parfaitement normal. Voilà. Et ce que je veux simplement dire, c'est que si en Europe nous avons effectivement ces lois, elles sont différentes certainement en Asie, certainement aux États-Unis, et donc on peut se poser quand même la question de comment en fait l'intelligence, comment l'IA va évoluer si elle est traitée en fait différemment juridiquement dans les différentes zones de notre monde. Je n'ai pas la réponse, mais oui, en tout cas, il y a beaucoup de questions. Et elles rejoignent des questions politiques et des questions aussi sur l'éducation, bien évidemment, en fait, parce qu'effectivement, les technologies, c'est un catalyseur qui augmente les inégalités de fait, puisqu'il y a ceux qui savent les utiliser et ceux qui savent pas. En fait, et sur l'IA, ce sera pareil que pour le reste, me semble-t-il. Donc voilà, donc on a fait un premier tour. Pour rebondir par rapport à tout ça, j'aurais envie de vous demander, en fait, on a vu donc dans le film l'évolution de Isaac Asimov. On sait aujourd'hui, en gros, la question de l'habitabilité de la Terre, la question du réchauffement climatique est très forte. On voyait bien qu'à la fin de sa vie, visiblement, ça a commencé à le toucher, en fait, alors que au début de sa carrière, ça n'existait pas, comme d'ailleurs dans beaucoup d'auteurs de science-fiction. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Isaac Asimov est un auteur qui peut encore nous apporter vraiment quelque chose lorsqu'on le lit, ou est-ce qu'il y a d'autres auteurs, d'une certaine façon, qui aujourd'hui vont plus loin? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui dépassé par, au fond, la façon dont le monde évolue, que ce soit d'ailleurs au niveau des IA ou au niveau de cet enjeu climatique? Oui. Tu veux que je prenne vas-y. Voilà. Alors, je crois que, oui, la question, c'est est-ce que Isaac Asimov est daté, en fait? Voilà. C'est ça, hein, Oui. La question, est-ce qu'il est dépassé, est-ce qu'il est daté? Alors, je pense que dans l'ensemble de ses réflexions, c'est toujours quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et sur sa pratique d'écrivain, parce que quelqu'un qui écrit comme ça énormément, eh bien, il y a un moment donné, il a quand même une réflexion sur sa propre pratique. Et s'il a beaucoup réfléchi à la technologie, donc via les robots, je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on a un peu dépassé cette image. Si vous voulez, les robots d'Asimov, c'est un peu l'imagerie de la science-fiction, c'est-à-dire des robots humanoïdes, des robots pensants, des robots qui possèdent des émotions. Moi, j'adore L'Homme bicentenaire, c'est un de mes textes préférés. C'est un magnifique film, presque un conte philosophique qui a été formidablement joué par Robin Williams en 1999, mais ça reste finalement une image qui maintenant est un petit peu dépassée, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les robots vont certainement
plus être de véritables boîtes. Et dans, par exemple, un certain nombre de films de science-fiction, on va retrouver des intelligences artificielles. Je pense au film Moon, par exemple, où c'est une intelligence artificielle qui est enfermée dans une boîte et qui réagit avec des emojis, donc vraiment très basique. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'imagerie de la science-fiction, mais ça se rapproche en fait beaucoup plus, je crois, de la réalité. Donc, ce qu'il faut garder d'Asimov, c'est vraiment la réflexion de fond sur le progrès humain, sur aussi le progrès de l'histoire, parce que ça, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais je crois que votre documentaire fait une très grande part à cette réflexion-là. Et Asimov, que ce soit par exemple dans le cycle de Fondation, si vous n'avez jamais lu Fondation, ça c'est pas du tout dépassé, par contre, vous pouvez absolument le lire. Et dans le cycle de Fondation, il y a une vraie réflexion sur les choix politiques, donc on en revient toujours un petit peu à la même chose, sur la conduite d'un gouvernement, sur également le déterminisme politique, c'est-à-dire l'ensemble des choix que l'on fait peuvent aboutir à telle ou telle situation, et sur évidemment la pratique du pouvoir. Parce que très souvent en science-fiction, on réfléchit aussi à ces pratiques. Si vous prenez Star Wars, par exemple, on a basiquement l'opposition entre une république et un empire. Et donc, dans Fondation, vous avez effectivement cet empire, parce que l'humanité a essaimé donc dans l'univers. Hein, il y a un nombre absolument incalculable de planètes. Bon, chose que nous ne connaîtrons certainement jamais. Mais si vous voulez, derrière, il y a cette allégorie du pouvoir, de la conduite de l'histoire. Est-ce que finalement, nous avons ou pas, et ça c'est vraiment la question centrale dans Fondation, est-ce que nous avons ou pas finalement la maîtrise quelque part de l'histoire, ou est-ce que l'histoire, c'est un très vieux débat, hein, ou est-ce que l'histoire n'est-elle finalement qu'une succession d'actes hasardeux, chaotiques? Donc parfois il y a des décisions politiques fortes, et puis parfois il y a des actes totalement hasardeux qui vont aller à contrario finalement, ou obliger nos gouvernants à prendre des décisions. Et voilà, on parlait de la guerre, et je crois que par exemple la conduite des guerres, moi j'étais persuadée, vous voyez, que bon, on avait après la fin de l'histoire, on avait un petit peu dépassé cette notion de guerre. Et il y a 2 ans, eh bien, voilà, les décisions de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine nous ont montré que, en fait, on était retourné au XXe siècle. Voilà, et ça veut dire, et ça, c'est vraiment important, cette réflexion sur l'histoire. Et pour les jeunes générations, notamment, qui ont parfois tendance à oublier de faire ces références au passé et de réfléchir par rapport au passé, il ne faut pas vivre dans un éternel présent, parce que dans ces cas-là, on prend les mauvaises décisions. Il faut toujours que toutes les décisions, et c'est le message d'Asimov, et moi en ce sens je pense qu'il n'est pas du tout daté, c'est par rapport à l'histoire qu'il faut réfléchir aux décisions que nous allons prendre dans le présent. Raja ? Oui, moi je ne trouve pas qu'il soit daté, son message était très actuel, et effectivement lui il a fait de la science-fiction basée sur la science, et il a imaginé la science de demain par rapport à lui, hein, et il a écrit des choses qui sont tout à fait plausibles. Donc moi je ne pense pas qu'il soit daté. Et puis en plus il a posé de grands sujets, on l'a vu pendant le film, hein, dont Mathès a très bien rendu compte. Il a posé de grands sujets que la croissance et le déclin des empires, il s'est inspiré de l'Empire romain, comme il a dit, effectivement, et puis le changement climatique. Donc je pense que c'est... non, je ne pense pas du tout qu'il soit daté. Les robots dont il parle, c'est des robots qui possèdent une intelligence, parce qu'un robot sans intelligence, c'est un outil mécanique qui fait des choses répétables, hein. Donc l'intelligence artificielle, ça fait partie du robot. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout faire des robots qui aient cette performance. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, elle est basée sur des données qu'on traite statistiquement, alors que le robot, il est confronté au monde physique réel dans lequel nous vivons, et qui est en fait bien plus complexe que les centaines de milliers de données que l'IA va traiter à toute vitesse. Parce que le monde change, parce qu'il est perçu partiellement, parce qu'il a une complexité inhérente, parce que la physique nous oblige à agir d'une certaine façon. Tout cela, ça fait partie de notre intelligence humaine que les robots de Isaac Asimov maîtrisaient, mais que les robots d'aujourd'hui ne sont pas encore capables de maîtriser.
Alors ceci dit, parce qu'il y a quand même Trantor, c'est la ville de l'Empire, c'est la planète ville de l'Empire. Il y a quand même une chose sur laquelle j'aimerais bien que Mathias réagisse, par exemple, c'est il n'y a pas de non-humain chez Isaac Asimov, sauf les robots. Nulle part. Ah, d'animaux? Non, jamais. Oui, c'est possible, ouais. Et pas d'extraterrestres non plus. Non, il n'y a pas d'extraterrestre. Voilà. Donc moi, ça me pose question, honnêtement. Je dirais, ça me pose question parce que la question du non-humain aujourd'hui est absolument majeure. Bien sûr. Il l'a pas traité du tout. C'est un angle mort chez lui. Ouais, c'est un angle mort. Il est plutôt intéressé. Il est plutôt intéressé par l'histoire humaine, c'est vrai. Et voilà. C'est là-dessus que c'est. Mais ce que j'ai trouvé intéressant et que j'ai essayé de montrer dans le film, c'est plutôt. C'est pas sa théorie sur l'espèce humaine, c'est sa dialectique, sa manière de penser, quoi. C'est-à-dire plutôt comment. Et là, il y a quelque chose qui est toujours très très moderne, en tout cas. D'ailleurs, il essaie de prôner quelques idées tout de même, en disant on ne s'en sortira pas si les décisions sont pas prises au nom de l'espèce humaine, donc pas d'un côté l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc. Il faut que ce soit des décisions communes, il faut qu'on réfléchisse en tant qu'espèce. Mais ceci dit, est-ce qu'on pourrait pas se dire que c'est un vœu pieux en tant qu'espèce, sachant qu'effectivement, en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque Elon Musk, en 2018, envoie sa Tesla dans l'espace, il met dans ses références Fondation d'Isaac Asimov, puisque il y avait les disques durs de fondation dans la voiture d'Elon Musk. Donc, est-ce que Isaac Asimov n'est pas, au fond, le père d'Elon Musk, ce qui poserait un vrai problème? Non, mais je provoque exprès. Bien sûr, mais il me semble qu'il est le père de toutes les générations d'humains venus derrière lui. C'est-à-dire ceux qui vont nous tuer ou ceux qui vont nous sauver. Il a réfléchi sur les deux. Alors justement, la question que je veux poser pour terminer avant de laisser la place aux questions, c'est au fond, quel rapport entre la science, les technologies et la science-fiction, et les auteurs et les écrivains? Quel est aujourd'hui ce rapport et quel pourrait-il être, d'après vous? Alors, Natacha peut-être, et Raja après? Ouais, ok. Tout simplement, dans le mot science-fiction, déjà, vous avez le mot science. Et bon, c'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire, ça a été très bien dit dans le documentaire. Alors, bon, on peut faire remonter la science-fiction évidemment jusqu'à l'Antiquité, et ça, c'est une idée que je partage totalement au niveau de la thématique. Mais après, dans la réalité des récits et de la production littéraire, en fait, ça naît à partir de la seconde moitié du 19e siècle, avec la révolution industrielle et avec aussi le développement de la science. Et alors, je crois il a parlé de Campbell. Par contre, il n'a pas beaucoup parlé de Hugo Gernsback, qui en fait a été à partir des années 20 aux États-Unis. C'était un luxembourgeois qui avait émigré donc aux États-Unis et qui a créé le premier donc les fameux pulps que Asimov donc lisait quand il était jeune, quand il était petit. Et donc Gernsback avait bien insisté. D'ailleurs, ça s'appelait pas des magazines de science-fiction, mais des magazines de scientific fiction en anglais, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait obligatoirement un fait scientifique à la base donc de l'histoire et de la créativité en fait donc de cette nouvelle on va dire de cette nouvelle façon donc de raconter des histoires. Mais tout ça je veux dire 1920 ça existait bien avant, puisqu'en France nous avons eu à partir des années 1880 ce qu'on a appelé jusqu'aux années à peu près 1910 jusqu'à la Première Guerre mondiale ce qu'on a appelé le merveilleux scientifique, c'est-à-dire que la science était les avancées scientifiques de cette époque étaient tellement extraordinaires qu'on les a présentés comme des merveilles, et parfois on parlait même, vous voyez, de romans fantastiques, alors là avec un floutage évidemment générique absolu, pour parler donc des évolutions de la science. Par exemple, le Marie Curie et la découverte du radium, si vous saviez le nombre d'histoires qui ont été inventées en France à propos justement de la découverte de la radioactivité, mais qui étaient à l'époque présentées comme un fait extraordinaire. Par exemple, mesdames, il y avait des crèmes, moi j'ai découvert ça en travaillant sur ces sujets-là, il y avait des crèmes à base de radium dans les années 1925. Ça vous fait envie, non? Alors,
Donc je vous le dis, voyez. Et donc c'était présenté comme une véritable merveille. Donc dès l'origine en fait de la science-fiction, la science a eu une part extrêmement importante qui fait qu'aujourd'hui, moi j'appartiens à un programme de recherche où je travaille notamment avec un laboratoire d'astrophysique où justement on essaie de théoriser ces rapports entre science et science-fiction. Aujourd'hui, on peut parler de coévolution, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement les scientifiques sont de très très grands lecteurs de science-fiction, et je pense que vous en êtes une des preuves aujourd'hui ici, mais que les auteurs de science-fiction sont eux-mêmes parfois des scientifiques, et quand ils ne le sont pas, ils s'intéressent extrêmement aux découvertes scientifiques et aux dernières technologies. Et ce sont des gens qui se tiennent toujours à la pointe donc de la technologie. Une de nos écrivaines françaises que Ariel connaît bien, qui s'appelle Catherine Dufour, Catherine, elle est ingénieure informaticienne et elle n'écrit pas de la science-fiction, vous voyez, par hasard. Enfin, je veux dire, il y a ce rapport, je vais utiliser un gros mot, pardon, co-substantiel entre la science et la science-fiction qui est très fort et qui continue encore plus maintenant de se développer. Radja. Oui, moi je pense que la science-fiction, enfin les auteurs de science-fiction sont des gens formidables parce que ils inventent des futurs possibles et ils font des expériences de pensée et ils nous plongent dans ces mondes possibles, dans ces expériences de pensée. Les scientifiques souvent raisonnent en termes d'expérience de pensée, ça, ils imaginent. Einstein adorait ça. Vous êtes dans un train qui roule à une certaine vitesse. Est-ce que quand vous vous déplacez dans le train, vous allez à la même vitesse ou bien est-ce que vous êtes accéléré? Si vous êtes un photon, c'est-à-dire un grain de lumière, vous vous déplacez à une vitesse constante, quelle que soit la vitesse du train. Donc, ça permet d'engager la pensée et effectivement, ça inspire beaucoup. Les gens enfin, les industriels de la Silicon Valley, Elon Musk et d'autres ont aussi été nourris à la science-fiction. Ils inventent des scénarios. Donc ces scénarios inspirent. Et quand ils inspirent, on invente des choses qui n'existent pas. Mais attention, ils ne pensent pas à tout. Évidemment, ils ne pensent pas. Ils pensent à des futurs possibles et il y a des choses auxquelles ils ne pensent pas. Et donc, moi, je pense que la science-fiction, c'est aussi un moteur pour la science. Lire de la science-fiction, c'est réfléchir dans un sens scientifique. En l'occurrence, Odyssée de l'espace, c'est un véritable film et un roman, d'abord, enfin, après, d'ailleurs. C'est les deux, oui, en fait. Oui, c'est le scénario et le roman qui a été écrit en même temps. C'est deux science-fiction. Je vois Star Wars comme étant moins de la science-fiction. C'est une saga qui, voilà. Et accessoirement, il y a de la science-fiction, d'une certaine façon. Et c'est ça qui est fantastique. C'est les vrais romans de science-fiction qui nous font réfléchir à ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, mais qui fait effectivement fructifier l'imagination. Mathias, quand même, au sortir du film, finalement, est-ce que cette coévolution de l'un et l'autre t'a semblé évidente? Oui. Oui, et d'ailleurs Asimov dit aussi que ce n'est pas que le travail des écrivains de science-fiction, il dit quelque part toute bonne littérature est censée, il dit, illuminer l'espèce humaine, c'est-à-dire offrir des éclairages sur ce qu'on vit pour nous permettre de regarder sous un autre angle nos propres vies et avancer dans nos expériences, quoi. Tous les écrivains devraient faire ça. Les écrivains de science-fiction vont encore plus loin. Pour info, le métavers a été inventé par Neil Stephenson en 1992 dans un roman qui s'appelait Snow Crash, le samouraï virtuel, avant d'être repris par ce petit niais de Mark Zuckerberg. Si je puis me permettre. Bien évidemment. Je crois que c'est l'heure des questions. Oui, c'est l'heure des questions. Donc, allez-y, levez la main et c'est à vous de jouer. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai une question pour Monsieur Terry et une pour Monsieur Chatila. J'ai beaucoup aimé votre film. Juste, j'ai pas compris. En fait, est-ce que c'est uniquement le dernier plan dans lequel sa voix change, dans lequel vous avez utilisé l'IA, ou est-ce que ça a été utilisé à d'autres moments du film? C'est à chaque fois que vous voyez le dernier plan, c'est le même que le premier plan. C'est celui où on met la cassette vidéo au début et à chaque fois qu'on le voit apparaître. Et en gros, c'est tous les moments du film où il nous parle en voix off, on va dire. Toute cette partie-là est une composition de plein de textes d'Isaac Asimov où j'ai compilé plein d'extraits pour créer un discours qui est le discours du film. C'est juste cela. Donc il s'est adressé aux générations futures, mais dans un texte. Oui. Il a fait des articles où il s'amusait à écrire à l'humain du futur. Ça, il l'a fait à plusieurs reprises.
Je trouvais ça intéressant. Et du coup, ça devient l'introduction du film, et ensuite, tous ces développements, il le faisait dans des textes où c'était pas directement adressé à aujourd'hui, mais c'était adressé au lecteur, quoi. Ok. Et j'avais aussi une question pour Monsieur Chatila. Vous avez parlé tout à l'heure de la réglementation européenne, mais moi, il me semble que l'appellation d'intelligence artificielle est fautive, en fait. Ah, oui. Parce que c'est juste des machines qui ont nourri de tonnes d'informations et qui les ressortent. Mais c'est ce que vous disiez, sans faire preuve vraiment d'intelligence. Et du coup, j'ai l'impression qu'on peut mettre toutes les règles en place qu'on veut, mais si un employeur voit qu'en utilisant l'IA, il va pouvoir faire la même chose, mais beaucoup plus vite, avec une machine qu'avec un être humain, ça va pas l'empêcher d'utiliser une machine. Je crois que ça, c'est pas interdit, hein, oui. Les machines, ça fait longtemps que les machines remplacent les humains. Dans les usines, oui. Ça va juste aller crescendo. Mais en fait, on voit souvent dans la science-fiction des scénarios où la race humaine va être anéantie par l'IA. Mais dans la réalité, est-ce que c'est pas plutôt les gens qui vont perdre leur boulot, qui vont être mis au chômage, et l'avènement des fake news qui va envenimer Mais j'ai envie de reprendre votre question pour la reposer parce que elle me semble essentielle. C'est-à-dire que vous dites il y a un problème avec la définition du mot intelligence artificielle. J'ai l'impression que c'est une notion hyper abstraite, alors qu'on est face à plein de cas très concrets qui sont pas forcément toujours les mêmes choses et on devrait gagner en connaissance de toutes ces définitions. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce flou artistique de l'intelligence artificielle? Raja. Alors, la définition de l'intelligence artificielle, il faut remonter plusieurs dizaines d'années. L'expression intelligence artificielle a été utilisée pour la première fois en 1956. Et c'était donc des scientifiques américains, mathématiciens pour la plupart, l'informatique n'existait pas en tant que science, qui ont dans une conférence, dans un séminaire, proposé d'étudier l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire tout ce que les humains peuvent faire via des machines, c'est-à-dire ordinateurs. Donc c'est un programme de recherche. Ce programme de recherche se poursuit depuis 1956 et il avance, il recule parfois, etc. Et malheureusement, le terme intelligence artificielle qui a été introduit par eux est porteur d'énormément d'ambiguïté, bien sûr. Donc, il est porteur d'imaginaire, etc. Je ne vais pas détailler trop. Alors, la question de l'emploi, elle est fondamentale, évidemment. Mais je généralise, ce n'est pas que l'intelligence artificielle qui va effectivement être utilisée pour faire des choses que des humains font, parce que toutes les technologies sont inventées dans ce but d'une certaine façon. D'accord ? Je vais prendre une technologie extrêmement simple, ça s'appelle la pompe et la tuyauterie, qui fait que quand vous ouvrez votre robinet, il y a de l'eau qui coule, il n'y a plus de puisatier. Cette réalisation technologique a éliminé les puisatiers, donc bon, qui s'en plaint. Certainement le premier puisatier, ou le dernier puisatier. Mais vous voyez, je veux dire que on est toujours dans une situation où, au lieu de faire un certain travail qui est plutôt pénible, qui prend du temps, etc., on est en train d'écouter des gens dire n'importe quoi dans une salle. C'est quand même assez une évolution. Un progrès assez remarquable. Mais voilà. Donc la technologie sert à ça et l'intelligence artificielle va évidemment remplacer des humains, faire des choses que les humains font, mais aussi créer de nouveaux emplois, de nouvelles possibilités. L'objectif finalement, c'est effectivement que ça va rendre notre vie plus simple, plus facile. Ça ne veut pas dire que ça va se passer sans problème. La révolution industrielle, dont on parle depuis tout à l'heure, s'est faite avec des révoltes, des révolutions, du sang. Donc c'est pour ça qu'il faut politiquement et socialement gérer cette transformation. En tout cas, c'est un grand débat. Peut-être une autre question, peut-être. Voilà, sachant que le terme intelligence artificielle a été créé dans le monde anglo-saxon et que le terme intelligence dans le monde anglo-saxon n'a pas le même sens que pour nous. C'est un sens logico-déductif, c'est un type d'intelligence, et pas toutes les intelligences telles que nous on les pense. Oui, juste le préciser quand même. Parce que ça change. Un algorithme n'est pas une intelligence, une calculette n'est pas une intelligence. Alors, moi je vais rebondir sur la question précédente.
en citant notamment le philosophe Miguel Benassaya, qui a travaillé justement sur la comparaison entre l'intelligence artificielle, enfin dite intelligence artificielle, et l'intelligence humaine, parce que en fait la différence principale, c'est que le robot n'a pas de conscience, en fait. La conscience, les émotions, c'est quelque chose qui naît, et c'est ce que dit Benassaya notamment, c'est pas envisageable pour une machine. Et donc, moi, ce qui me semble intéressant chez Asimov, c'est plutôt effectivement toute la réflexion éthique, c'est-à-dire comment penser l'éthique par rapport aux machines, par rapport aux robots. Voilà, alors que par contre, il me semble un peu daté, et on le voit là dans le documentaire qui est passionnant, hein, moi j'ai trouvé ça super, et j'aime beaucoup Asimov, de toute manière, c'est pas ça, mais quand il dit à un moment donné, finalement, un cerveau humain, ça n'est jamais qu'une machine, c'est des connexions comme une machine. C'est extrêmement naïf, parce qu'en réalité, la pensée humaine ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur, et qu'un cerveau, si vous mettez un cerveau comme ça dans l'air, il va pas penser, parce qu'il faut qu'il soit plongé dans un corps, lui-même dans une culture, dans un environnement, si vous prenez d'ailleurs des individus et que vous les mettez faites grandir dans la forêt, ils penseront pas. Donc voilà, donc j'aimerais avoir vos réactions éventuellement là-dessus, sur cette différence et sur ce que Asimov a pu amener comme réflexion intéressante, et sur ses limites aussi peut-être. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais doubler votre question, une question aussi. C'est-à-dire, en effet, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la preuve que d'assister à une véritable intelligence de la machine. J'ai vu des super ordinateurs, des super calculateurs, des algorithmes complexes. Est-ce qu'on est, ou est-ce qu'on arrive, on va voir venir quelque chose qui se rapproche plus de l'intelligence comparable à l'intelligence humaine, ou est-ce qu'on est juste avec des super calculettes? Moi, je crois que d'abord, il faut faire la différence, peut-être on l'a pas dit, mais entre l'intelligence générale, c'est nous, c'est-à-dire des êtres qui sont capables de prendre des décisions, de penser, d'analyser. Quand je discute souvent avec les collègues qui travaillent sur l'IA, ils me disent notamment que, par exemple, un humain est capable d'apprendre un jeu de cartes, d'apprendre des jeux très très facilement. Une machine ou une intelligence, alors du coup une intelligence spécialisée, elle va mettre du temps, il va falloir vraiment la programmer, réfléchir pour lui faire apprendre des tâches que nous mettons très très peu de temps en fait. Voilà, exactement. Et donc par rapport à ce que disait Asimov, justement, je reviens à l'homme bicentenaire, parce que dans l'homme bicentenaire, il y a vraiment cette réflexion sur, il y a cette image du robot du cerveau positronique, excusez-moi. Et ce cerveau-là, c'est un cerveau qui est capable justement d'apprendre par rapport à des émotions. Mais il apprend aussi parce qu'il est dans un corps. Et donc la première prise de conscience du robot, ce sera peut-être ça, à l'avenir, je ne sais pas. Mais la première prise de conscience, c'est finalement, je suis dans un corps, ce corps est limité, je ne peux pas ressentir certaines choses, je ne peux pas toucher. Il se pose des questions par rapport aux larmes, quand il voit les humains pleurer, etc. Et donc, il y aurait encore une fois, on ne peut pas parler d'apprentissage, mais il y aurait tout un ensemble de perceptions, finalement, que la machine devrait apprendre pour peut-être commencer d'éprouver des émotions qui, pour nous, sont totalement évidentes. Voici une dernière question peut-être, ou deux très courtes, mais voilà, très courtes, parce que je pense que... Est-ce que je peux juste rebondir sur la question du corps? Ça m'intéressait, en fait, je me suis noté... Est-ce que ce qui n'est pas daté justement dans la vision d'Asimov, c'est pas la vision d'un robot extérieur comme un individu, donc j'avais noté exosomatique parce que j'aimais bien ce terme, plutôt que la grande réticulation justement qui est en ce moment de toutes les machines les unes avec les autres dans une espèce de grand espace. Et je me questionnais sur le corps au fond. Est-ce que c'est pas devenu obsolète dans la mesure où Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, a réussi la greffe de cette puce dans le cerveau il y a quelques semaines? Non. Il n'y a pas eu ces histoires. Alors je veux bien qu'on me corrige justement là-dessus. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez en tant que spécialiste de robotique sur ces histoires justement d'intégration en direct avec le corps qui n'est pas un corps extérieur comme un organe de robot, mais qui est en fait le corps humain lui-même, le cerveau, en lien avec la puce. Ouais, je crains que ce soit Raja de répondre. Je peux répondre, mais vas-y, Raja. Oui, non, mais donc ça, c'est des implants effectivement qui communiquent avec le cerveau.
ça existe depuis longtemps, hein, je vous rassure, ou pas, qui permettent d'envoyer des signaux électriques au cerveau ou de recevoir des signaux électriques du cerveau. La personne qui est atteinte d'un certain tétraplégique en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a des qui est tétraplégique. On peut stimuler certaines zones du cerveau pour que la personne retrouve des fonctions. Parmi les usages bien connus, c'est la maladie de Parkinson où la stimulation d'une région du cerveau qui en fait est une sorte de zone qui donne le rythme de la marche, le rythme des actions en fait. Quand elle est stimulée, eh bien le Parkinsonien retrouve sa capacité à agir. Bon, ça fonctionne pendant une dizaine d'années, après ça fonctionne plus pour d'autres raisons. Alors toujours est-il que la question éthique qui est posée, c'est est-ce qu'on peut contrôler des êtres humains à travers des programmes d'ordinateur et donc interférer avec leur autonomie. C'est ça la véritable question éthique qui est posée. Mais l'autre question, si vous voulez, c'est que, mais ça existe aussi, mais enfin là, c'est avec des ordinateurs, enfin avec des systèmes d'IA, on peut faire des choses. En lisant, quand vous faites un scanner ou une imagerie fonctionnelle du cerveau, vous voyez des zones s'allumer, c'est-à-dire c'est là où le sang vient, donc ce sont ces zones-là qui sont irriguées, ça veut dire c'est là qu'elles sont en train de fonctionner. On peut en déduire, selon les zones en question cérébrales, on peut en déduire ce que la personne active, pas ce qu'elle est en train de penser, hein, ce que la personne active. Donc on peut aussi essayer d'interpréter l'état d'esprit de la personne et on peut aussi effectivement contrôler. Là, il y a de véritables questions éthiques absolument profondes et importantes sur ces neurotechnologies qui sont posées, où l'IA peut venir, parce qu'elle traite des données, peut venir ajouter à la capacité de la machine, mais ce n'est pas le problème de l'IA en tant que tel, et le contrôle de l'être humain par les machines, ça c'est pas encore pour demain, parce qu'on comprend déjà pas très bien comment le cerveau fonctionne, donc pour le contrôler, c'est une autre affaire. Ouais. Ou alors il faut se référer à Matrix. Voilà. Il y avait les êtres humains produisaient simplement de l'énergie. Voilà. Non, on va essayer d'être rapide parce que je pense qu'il faut qu'on ferme bientôt. Il y avait une question là, puis la jeune femme là ici avait demandé aussi. Ici. Oui, question très simple. J'aurais voulu savoir en littérature occidentale, est-ce que c'est Jules Verne le premier à avoir écrit, à lancer la science-fiction, ou est-ce qu'il s'est inspiré d'autres auteurs déjà auparavant au XVIIIe siècle? On attache à ça. Oui, pardon, très rapidement, parce que ça c'est un énorme débat, débat ou point d'histoire de la science-fiction. En fait, on peut se poser la question, est-ce que Jules Verne, qui est souvent considéré comme le père de la science-fiction, a-t-il réellement écrit de la science-fiction ? En fait, il anticipe sur la technologie à venir. Par exemple, le Nautilus, c'est un engin qui fonctionne à l'électricité. Par exemple, dans ces deux romans qui évoquent de la Terre à la Lune et autour de la Lune, il va parler d'une fusée qui n'atterrit pas, sur la Lune d'ailleurs, qui reste en fait autour de la Lune. Moi, je pense que voilà, c'était un grand vulgarisateur scientifique et il a mis en avant véritablement le rôle de la science dans la société et de futures grandes inventions. Vous voyez, il a en quelque sorte poétisé la science et il l'a mise en scène. C'est la science-fiction, oui, mais si vous voulez, d'un point de vue de la thématique de la science-fiction, d'autres thèmes, par exemple, Jules Verne n'a jamais parlé ni de voyage dans le temps, ni de mutation, il parle un petit peu de technologie du futur, mais il ne se situe jamais dans le futur, voyez. Donc je pense que oui, c'est un des éléments, c'est un des pères de la science-fiction, mais l'autre auteur qui lui, par contre, a réellement développé la science-fiction moderne telle qu'on la connaît, c'est Wells, c'est Herbert George Wells. Et les deux auteurs se connaissaient assez bien, ils ont même correspondu ensemble, et je pense qu'il faut les prendre les deux ensemble pour se dire que dans cette période, c'est-à-dire à peu près la moitié du 19e siècle, la science-fiction est née grâce à eux. Voyez et il y a Brian Aldiss, en fait, qui est un auteur de science-fiction, qui ajoute, et je suis d'accord avec lui, qu'il faut d'ailleurs rajouter Mary Shelley, parce qu'en 1818, lorsqu'il y a Frankenstein ou le Prométhée moderne, fait quelque chose d'assez unique, c'est qu'elle prend des mythes
celui de la création et de la destruction de la vie, des mythes qui appartiennent à la religion, et en quelque sorte, elle les fait entrer dans le monde profane, puisque le docteur Frankenstein, il crée sa créature à des fins de connaissance. Et ce moment-là, 1818, Mary Shelley, pour moi, et je trouve ça plutôt sympathique que ce soit une femme qui soit à l'origine de la science-fiction. Dire, voilà, c'est qu'en fait, la science-fiction n'a pas un père, mais bien une mère. Donc c'est plutôt sympa. Et beaucoup d'enfants. Et monsieur ici. Il y a la jeune madame. La jeune femme, oui. Voilà, madame. La jeune femme, puis monsieur, puis madame, puis... Puis après, il faudra qu'on arrête peut-être. Moi, voilà. J'avais une question par rapport surtout pour vous, en tant que réalisateur, en tant que public, quand je regarde un documentaire et que je vois un comédien interpréter Asimov, je sais dès le départ que c'est un comédien et donc que c'est une construction du récit fait par l'auteur-réalisateur qui l'a fait. Là, dans ce cas-là, je le découvre à la fin si je ne le sais pas avant. Est-ce que vous êtes posé des questions d'éthique? Parce que autant, effectivement, c'est les propos d'Asimov, mais la construction et l'ordre dans lesquels vous les mettez ne sont pas une construction d'Asimov, mais de vous en tant qu'auteur. Est-ce qu'il y a des questions éthiques? Réponse courte. Évidemment, énorme question éthique. Systématiquement, dans tous mes films, pour moi, je suis très attaché à ce qu'on appelle le pacte documentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que le spectateur sait, etc. Je communique beaucoup, même dans tous mes films là-dessus. Dans celui-ci, il est très important pour moi que le spectateur soit très bien documenté sur qu'est-ce qui a été fait exactement. Et j'ai fait, mais sur ce projet-ci, je voulais que le spectateur fasse l'épreuve de la tromperie. Puis ressort du film en se disant, on peut se faire avoir. C'est juste ce détail-là, mais tout en étant totalement transparent. C'est-à-dire que ensuite le spectateur peut se dire, ok, je suis au courant de tout ce que je viens de voir. Je sais là où j'étais trompé, là où ça a été vrai. La fin liste bien qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, etc. Et voilà, essentiel pour moi, toujours. Monsieur. La question que je me pose, c'est par rapport à la technologie. Je considère que l'IA. Mettez-le tout près, voilà. Oui, sur le menton. Ouais. C'est la tactique en fait qu'on a habitué. Oui. Vous m'entendez? Ouais, super. Oui, je considère que l'IA, en quelque sorte, ce sont des manières d'approche, d'application, des algorithmes, des programmations. Et les technologies, c'est effectivement les investisseurs qui vont permettre à l'IA de faire beaucoup de choses dans plusieurs domaines, médical, des domaines médicaux, des domaines autres. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est il y aura des investisseurs au niveau technologique pour faire développer ces applications et qui vont orienter notre vision de voir, notre pensée, sans doute, parce que les investisseurs n'auront pas cette déontologie qu'on peut avoir au niveau gouvernemental d'un pays ou en quelque sorte. Oui. Vous avez raison. Je vais prendre l'exemple de ChatGPT qui a été déployé au grand public, disons, alors qu'il ne fonctionne pas bien et il est porteur de beaucoup d'erreurs. Donc il y a une certaine responsabilité de la part de ceux qui l'ont déployé de mettre finalement aux mains du grand public quelque chose qui s'appelle intelligence artificielle, etc., et qui va produire des données fausses, qui va produire des choses qu'il ne comprend absolument pas, mais sur lesquelles nous on projette. Et ça, c'est la responsabilité effectivement de celui qui investit, de celui qui met sur le marché des choses immatures. Allez, une ultime question avant de clore ce débat. Alors voilà, ma question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas tout d'abord se poser la question que l'intelligence artificielle, elle est d'abord créée par l'humain? Parce que, à ce que je sache, un ordinateur ne se crée pas tout seul. Donc, alors, premièrement, il ne se crée pas tout seul, et deuxièmement, il suffit de le débrancher pour qu'il se taise. Voilà. C'est un outil créé par les humains, mais question, est-ce qu'il y a déjà des ordinateurs créés par les ordinateurs? Non, pas entièrement. Pas encore. Les ordinateurs sont un outil qu'on peut utiliser, c'est-à-dire des programmes qu'on peut utiliser pour concevoir d'autres ordinateurs. Aujourd'hui, c'est impossible de faire autrement, d'ailleurs, que quand on écrit des programmes, ça tourne et on va utiliser d'autres ordinateurs pour créer de nouveaux programmes. Donc, bien sûr que c'est créé par un être humain en utilisant l'outil qui est l'ordinateur lui-même, mais une autre génération. Oui, de toute façon, là, c'est créé par des humains. C'est en ça que c'est important d'affirmer encore et toujours la responsabilité de l'être humain
dans le développement, dans le déploiement, dans l'utilisation de la technologie. Et la responsabilité de l'être humain, ça veut dire que nous devons, en tant que citoyens, ne pas ignorer cela et agir pour que ces technologies restent sous notre contrôle. Voilà. Et pour répondre ou rebondir sur votre dernière remarque sur l'énergie, en fait, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que sans électricité ou avec des problèmes d'électricité ou d'acheminement d'énergie, tout ceci n'existera plus. Et la science-fiction nous le dit bien d'ailleurs dans notamment toutes les œuvres post-apocalyptiques où la première chose qui s'arrête, c'est bien évidemment la technologie. J'ai été à la RoboCup à Bordeaux, qui était à Bordeaux l'année dernière. J'ai été absolument sidérée de voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez les robots qui ressemblent à des chiens de garde là. Vous voyez ça, hein, ils sont jaunes. J'ai plus le nom, excusez-moi. Je n'ai pas mémorisé. Voilà, c'est. Je crois qu'il y a Aigo, et puis il y en a qui s'appelle Spot aussi. Oui, voilà, ouais. Et en fait, Spot, donc je voulais absolument le voir marcher parce qu'il est quand même un petit peu flippant, hein, comme robot. Eh bien, en fait, j'ai pas pu le voir marcher parce que il fallait le recharger. Il mettait quasiment une demi-journée à recharger pour une demi-journée, vous voyez, de fonctionnement. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, on est loin de Terminator, hein, là. Voilà. Bon, si vous voulez bien, voilà. On va arrêter là. On peut applaudir nos intervenants.